à utiliser. Alors, ça permet, on a dit, ça permet de placer la personne au cœur de son projet. C'est-à-dire que ça évite les dérives, parce que systématiquement, vous avez compris qu'en réinterrogeant le projet de la personne, en permettant à la personne d'identifier son projet, ben en fait, on a moins de risques d'oublier d'oublier la personne. Donc, c'est quand même un bon garde-fou. Ça permet de partager, de créer une vision, c'est-à-dire, et quand je parle vision, ça fait un peu vocabulaire managérial, mais c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que vous voulez faire pendant la période dans laquelle on est ensemble, quel est le projet que vous voulez mettre en place. Donc, on est d'accord que c'est la vision de la personne. Et parfois, on a des gens, encore une fois, qui sont abîmés au niveau de la capacité de se projeter, ce qui est normal puisqu'ils sont en précarité, donc a priori, ils vivent l'instant présent. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas leur poser la question de la vision, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas accueillir la vision qu'ils proposent. Au contraire, on l'accueille, parce que s'ils prennent le risque de nous donner une vision et que nous, on la remet en question, ben, ils n'en auront pas deux. Et puis, de toute façon, on sait que c'est systémique. Donc, on ne sait pas où on va arriver. Donc, prenons la vision qu'ils nous proposent à un moment donné, on les félicite et on se dit, tiens, il arrive de nouveau à se projeter. Donc, ça veut dire que le travail que je fournis est en train d'avancer, elle est en train d'améliorer sa situation. Et on utilise cette vision pour avancer et permettre à la personne de s'engager. D'ailleurs, l'idée, c'est que travailler autour du projet de parcours, ça permet sans risque de créer et de maintenir l'engagement, c'est-à-dire qu'une personne qui a tourné le projet dans tous les sens, qui a réfléchi, qui a travaillé son organisation, identifié les objectifs, ben bien évidemment, c'est des actes préparatoires qui auront automatiquement et décidé du projet qu'elle veut mettre en place. Ben, c'est une personne qui sera beaucoup plus engagée que c'est une personne où on lui a dit ce qu'il fallait qu'elle fasse. D'accord ? D'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la démarche référente de parcours. L'idée, c'est que la personne construit son projet. Alors, la co-construction, ce n'est pas je te dis ce qu'il faut que tu fasses et tu me dis si tu es d'accord ou pas. D'accord ? La co-construction, c'est je te donne les outils pour que tu fabriques ton projet toi par toi-même. Et donc, automatiquement, là, on a un vrai effet d'engagement. Voilà. Donc, prendre des décisions en situation, j'en ai parlé, je ne veux pas revenir dessus, mais c'est donc du coup bien systémique, hein, c'est-à-dire qu'il se passe des choses pendant le parcours, ben, on a notre base de travail et on va pouvoir la personne va pouvoir prendre des décisions, d'agir donc bien sûr dans un environnement qui va être évolutif en permanence, et puis la situation de la personne, et c'est légitime, va bouger, et heureusement qu'elle bouge, parce que sinon ça voudrait dire que notre intervention, elle n'est pas très efficace, et donc sa situation va évoluer, sa vision du travail va évoluer, les compétences, vous allez voir d'un coup, il y a des choses qui vont apparaître, qui n'étaient pas là, mais il va y avoir aussi des problématiques qui vont apparaître et qu'on n'avait pas vues. Et donc, on est dans un environnement changeant, dans une grosse complexité. Donc, ça me permet d'avoir des repères dans la complexité. Et bien sûr, ça permet, et vous le disiez, de s'organiser collectivement, c'est-à-dire de se répartir le travail. Alors, pour la personne accompagnée, mais j'en ai déjà parlé, mais projet de parcours, ça donne du cadre. Ah, il ne veut plus marcher le truc, attendez. Voilà, d'accord. Le cadre, ça sécurise, ça donne des repères, ça permet de s'organiser. Donc, pour la personne accompagnée, c'est tout bénef. Ça lui donne des repères, ça lui permet d'évaluer les résultats. J'ai bien dit, ça lui permet d'évaluer ses résultats. On a vu tout à l'heure, hein. Je te donne les éléments pour que tu puisses d'objectifs et les critères. Ça veut dire que tu es autonome, de plus en plus autonome pour évaluer les résultats que tu as atteints et donc pouvoir prendre des décisions par rapport à ces résultats, à l'atteinte ou non de ces résultats-là. Je vais plus vite, je vais moins vite, etc. Bien sûr, de rester en phase avec la réalité et puis de saisir les opportunités parce que la question, ce n'est pas parce qu'on a monté un projet de parcours qu'on s'y tient. J'ai une opportunité d'emploi, on me propose un truc. Qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce que je voulais faire? Mon projet prévisionnel. Qu'est-ce que ça induit? L'opportunité, l'autre projet possible. Et donc, à un moment donné, je vais choisir entre les deux. Vous voyez? C'est pas on a monté un projet et puis coûte que coûte, on le réalise. Non, 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 pas du tout. En fait, on se donne des repères. D'accord? Et bien sûr, on l'a vu, augmenter son sentiment d'efficacité personnelle, parce que en fait, c'est mon projet, je le présente dans la démarche référente parcours, on aime bien que les gens présentent leur projet. Donc, du coup, ils ont travaillé dessus, ils ont fait des choix, ils le présentent aux professionnels, que les professionnels disent c'est formidable. Vous voyez, d'un coup,
en fait, je naturalise que je suis en capacité d'eux. Hein. Ça augmente mon sentiment d'efficacité personnelle. J'avance dans les étapes et je réalise la première étape ou la première action, j'atteins le résultat. Hop, j'augmente mon sentiment d'efficacité personnelle. Et petit à petit, on va démultiplier la capacité d'agir de la personne et son sentiment de pouvoir réussir. Ça, c'est la pédagogie. Parce qu'effectivement, si on va trop vite, on a souvent des gens qui sont naturalisés, ça je rapporte au théâtre, qui sont en difficulté et qui n'y arrivent pas. Donc, et vous avez certainement remarqué que des fois, quand on accompagne les gens et ça va trop vite, il y a une opportunité qui arrive, ils ont un décès dans la famille, ils ont la voiture qui est en panne. En fait, ils se remettent en situation d'échec. Donc, il y a tout ce travail préparatoire qu'il faut mettre en place. C'est grâce à ce travail où on ne prend pas de risque à réfléchir sur le projet, à commencer les premières étapes, qui vont progressivement amener la personne à augmenter son sentiment d'efficacité personnelle, augmenter son autonomie et sa capacité d'action. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne veux pas revenir dessus. Mais bon, ça permettait de faire un petit peu le tour globalement des choses. Dernier volet, ou avant-dernier volet, en fait, le projet, on l'a dit, c'est au service de la posture. C'est-à-dire que quand on travaille alors sur l'oralité, j'allais dire, ou sur l'échange verbal, en fait, la relation, elle peut rapidement se déséquilibrer. On peut rapidement retomber, et ce qui est normal, hein, c'est naturel, et il n'y a aucune condamnation par rapport à ça, mais dans une relation de sachant à non-sachant. Et c'est la personne souvent qui va nous donner ce rôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui savons. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, des petites phrases comme ça, des petites questions anecdotiques, mais qui vont nous mettre dans une situation un peu compliquée. Et sans garde-fou, je vais retomber dans les travers naturels où je vais rendre service, où je vais donner une idée, où je vais proposer une piste. Et en la proposant, cette piste, je vais devenir un sachant. Et donc, si la personne le suit et que ça ne marche pas, si elle suit la piste que j'ai proposée et que ça marche, tant mieux. Hein. Mais si ça ne marche pas, rapidement, la relation peut se détériorer. Or, si on travaille sur un tiers, c'est-à-dire un objet, le projet de parcours, on travaille ensemble autour de cet objet. Alors, j'ai mis 2 personnes, mais tout à l'heure, vous disiez, ça permet de collaborer. On peut avoir plusieurs personnes qui travaillent autour de ce projet. Et bien évidemment, vous avez vu que la personne, elle a sa place pleine et entière dans la construction de ce travail-là. Et donc, on a un objet. Et cet objet, on peut même le jeter à la poubelle s'il ne nous plaît plus et en prendre un autre. On peut le retravailler, ça va devenir notre repère de travail. Et donc, ça nous permet de maintenir une relation équilibrée. Pardon, dans ce projet, excusez-moi, dans ce projet de parcours, vous dites qu'il peut y avoir effectivement plusieurs professionnels qui accompagnent la personne. Il y a la notion aussi de choisir son référent de parcours. Tout à fait. Et c'est la personne elle-même qui a, je crois, vous me reprenez hein, si je me trompe, c'est la personne elle-même qui a la possibilité de choisir son référent de Dans la parcours. démarche référent de parcours, tout à fait. Mais dans la démarche référent de parcours, hein, c'est une spécificité, je crois, et c'est une bonne spécificité. C'est-à-dire c'est la personne qui choisit parmi les professionnels, celle qui va… Alors, c'est le truc d'après, c'est là. Nous, on appelait ça un pilote de parcours et pas un référent. Pourquoi? Parce que beaucoup de référents… Et l'idée, c'est que, en fait, dans le travail collaboratif autour du projet de parcours, on va avoir, je vais revenir dessus, hein, ce que vous avez dit, on va avoir des intervenants qui vont travailler sur les différentes étapes. Alors là, bon, c'est très mécanique, hein, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, mais c'est juste pour le schéma. Donc, on a notre projet de parcours, on a des ressources ou des intervenants qui vont travailler autour de ce projet sur chacun des actions ou des étapes différentes. Et l'idée, c'est d'avoir ce fameux référent qu'on va mettre ici, c'est-à-dire un professionnel qui est à la base de la co-construction avec la personne, donc à la base de la relation. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Même dans la démarche référent de parcours, 99% des gens choisissent le référent avec lequel ils ont commencé à travailler leur projet. Ils ont établi une relation et le pilote de parcours, c'est quelqu'un qui a une vision globale, qui est anticipatrice des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui va permettre
de faire du lien entre les différents intervenants, puisqu'on sait que le projet ne va pas se passer comme c'était prévu, et que peut-être cet intervenant-là qui doit intervenir dans un mois ne va plus intervenir en fonction des résultats ici. On est d'accord? Mais peut-être qu'un autre intervenant va devoir intervenir, etc., etc. Ou peut-être que celui-là, il va falloir qu'il intervienne un peu plus tôt. Donc, si on a quelqu'un qui est un peu en hauteur et qui permet de prévenir, de créer du lien, de mettre en place les conditions de la relation, qui suit le parcours un petit peu avec de la hauteur avec la personne et qui l'aide à prendre des décisions, ben on a quelqu'un qui est, de mon point de vue, à très forte valeur ajoutée. Il ne peut pas être tête dans le guidon et à la fois en hauteur. Donc, on sera plutôt dans ce type d'organisation-là. Il y a des temps de synthèse aussi où tous les partenaires peuvent être réunis autour de la personne accompagnée selon le thème abordé à un moment T de l'étape pour permettre de réajuster, de passer le relais en disant bon, ben, cette personne est plus à même de vous accompagner sur tel point qui peut être encore un frein à lever, etc. Tout à fait. Après, les modalités d'intervention, les modalités d'organisation peuvent être différentes. Les principes méthodologiques, c'est que la réunion avec les intervenants, les différents intervenants, si on veut que la personne ait sa place pleine et entière, le pilote de parcours doit s'être assuré en amont que la personne a bien identifié ses résultats et a identifié ses pistes, ses hypothèses de travail. Et c'est elle qui apporte les hypothèses de travail pour simplement que la relation soit équilibrée et pas pour qu'on retombe dans un système où on dit à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse, que la personne va dire oui, oui, et quand elle va sortir, elle ne va pas le faire parce que simplement, soit elle n'a pas compris, soit elle n'a pas eu le temps de l'intégrer, soit ce n'était pas ses choix. Mais c'est elle qui prépare avec son référent de parcours Tout cette à fait. rencontre, Tout à fait. qui choisit y compris qui doit être présent ou pas. Exactement. Donc, il y a le travail préparatoire, on revient sur la méthode, vous avez raison, il y a un travail préparatoire. Elle a identifié son projet, elle vient présenter son projet, alors que ce soit en amont ici ou que ce soit pendant le parcours, hein. Donc, on a bien vu qu'il pouvait être réajusté en permanence. Elle vient de présenter son projet et les intervenants essayent de trouver la meilleure adéquation entre ce que la personne veut faire et ce qu'ils peuvent proposer. Je dirais même, à la limite, ils tordent un peu leurs actions pour pouvoir individualiser, c'était ça l'individualisation, qu'ils puissent pouvoir individualiser, parce que pour telle personne, mais c'est un peu comme dans la formation, pour telle personne, en fait, par exemple, il y a un chantier d'insertion. Pour certaines personnes, ça va être en fait, avoir un revenu complémentaire pour pouvoir entamer, je ne sais pas moi, des démarches de logement ou des démarches de soins ou travailler sur le projet professionnel. Voilà, mais un chantier, ça peut être aussi acquérir de l'expérience, reprendre du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, un outil peut être utilisé de multiples manières. Et donc, du coup, ça permet l'individualisation. C'est-à-dire, si on travaille par projet de parcours, par objectif, bien évidemment, on va utiliser les actions beaucoup plus largement que si, en fait, on envoie des gens sur des actions pour les faire, sans qu'il y ait ce travail préparatoire qui soit bien posé avec la personne. L'avantage de l'autonomie, c'est que si la personne elle sait ce qu'elle poursuit comme objectif à travers l'action, elle va pouvoir s'orienter vers naturellement ce travail-là. Et bien sûr, vous avez compris que le système d'évaluation va lui permettre derrière d'être beaucoup plus autonome et puis de s'accorder avec l'intervenant pour le plan d'action. Vous voyez? Donc, toujours pareil, un travail préparatoire. Puis ensuite, hop, quelqu'un qui est un peu le garant de la bonne intervention et de l'avancement du travail. On parle de continuité des parcours. C'est, en fait, s'il est ici, c'est ça, d'assurer la continuité de parcours. Puis, je vais vous dire une chose. Là, par exemple, j'ai fini mon étape 1. L'intervenant, le pilote de parcours a passé un coup de fil à l'intervenant, tout se passe bien. En fait, le pilote de parcours, il peut déjà anticiper de prendre contact avec l'intervenant 2 en disant « Ok, c'est bon, la personne va arriver, ça se passe bien, je vois avec elle, je réajuste les choses et je te tiens au courant. » Vous voyez, par exemple. Voilà. Donc, en fait, il est toujours un peu en anticipation.
Ça va sur cette position du référent. Alors, on l'appellera référent, on l'appellera ce qu'on veut. Il est plutôt dans cette position-là. Et donc, on est d'accord que le projet de parcours, c'est vraiment notre base de travail collaborative. Ce que je voulais vous proposer là, c'était de dire, en fait, le référent de parcours, son travail, c'est surtout entre les étapes, moi, ce que j'appelle Tony Gentil, là, entre les étapes. Et il a des activités qui sont récurrentes, c'est-à-dire évaluation diagnostique, co-élaboration de parcours, recollaboration. Alors, des fois, c'est la même séance, hein, ça peut aller vite. Des fois, il faut prendre 2 séances. Et puis, préparation à l'action, comme on vient de le voir sur les étapes validation, élaboration de projet. Donc, c'est-à-dire, en fait, quel est l'objectif de l'action, comment vous allez vous organiser, etc., etc. Et effectivement, on peut penser que c'est du temps peut-être supplémentaire, mais si ça permet à la personne de faire le résultat, de faire l'action, d'obtenir le résultat et de bien travailler, vous allez voir que tout le monde va être gagnant dans cette affaire. Donc, c'est des compétences, on va dire, des compétences spécifiques. Il faut maîtriser, bien évidemment, le cadre, il faut maîtriser les travaux par objectif, il faut maîtriser le système d'évaluation. Il faut aussi maîtriser un peu la négociation et la communication avec les partenaires. Il faut avoir tout ce type de travail-là qui, en fait, on se décale par rapport à notre travail du quotidien et on devient référent. Voilà. Donc, je vous l'ai mis comme ça aussi, mais c'est la même chose. Je vais passer cette slide, c'était un peu pour dire, en plus, si on travaille par projet de parcours, on peut bien s'organiser. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, en management de projet, il y a une règle, c'est de dire on anticipe, on pose le calendrier, et c'est plus facile de l'enlever que de rajouter au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que si moi alors je vous ai fait ce petit schéma-là, si j'ai un projet 1, projet 2, projet X, en fait, je vois que là, moi, j'ai mes interventions ici, vous voyez. Alors, ce qui n'augure pas que ça va changer. Ah, pardon, excusez-moi. Mais néanmoins, je peux déjà poser des dates avec la personne. Vous voyez? Des dates prévisionnelles, on travaille qu'en prévision. Mais je peux poser des dates de rendez-vous en disant on se verra là, on se verra là, on se verra là. Ça peut être aussi pendant les étapes où je lui dis, de toute façon, je peux vous voir aussi. Et donc, automatiquement, c'est sécurisant pour la personne parce qu'elle sait qu'elle voit son référent et que c'est en fonction du projet qu'elle voit son référent, mais pas en fonction du renouvellement, par exemple, du contrat. Il y a un petit donc, n'hésitez pas à couper les micros pour les gens qui ont du monde autour. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir mieux s'organiser, mieux sécuriser. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée d'anticiper en permanence. Encore une fois, je pose mon agenda. Je peux avoir un agenda qui est booké sur 3 mois, par exemple. Puis en fait, ça va bouger, hein, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça permet de se structurer et de structurer la personne. Voilà. Puis le dernier point, on en a parlé, c'est bien sûr en fait, une organisation matricielle, c'est-à-dire que si on s'organise en projet de parcours, alors ça peut être fait à l'intérieur des structures, comme ça peut être fait au niveau d'un département, par exemple. Hein. Vous parliez de démarche référente parcours, on est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que en fait, on a un projet avec un pilote et une personne, donc un binôme d'accompagnement, qui va utiliser des ressources en fonction, ou des partenaires, des ressources des partenaires en fonction des projets X ou Y. Et donc, bien évidemment, moi, je peux être à la fois l'accompagnateur emploi, opérateur sur ce projet 2, et je peux être pilote de parcours sur le projet 1. Vous voyez? Et donc, en fait, le projet de parcours, c'est quand même un outil d'organisation générale qui est très simple, c'est l'unité, ça permet d'individualiser, ça permet de s'organiser, ça permet de collaborer, et ça permet de maintenir la dynamique d'accompagnement et la pédagogie d'accompagnement. Donc, c'est que, de mon point de vue, du bénéfice. Mais bon, ça Et moi, en qualité d'assistante sociale, je trouve que c'est revenir à l'essentiel de notre métier. Quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on commence à rentrer dans la culture du résultat, c'est-à-dire qu'on demande des résultats, mais c'est ce que je disais au démarrage, je crois, de ce séminaire, c'est-à-dire que en fait, c'est normal de demander du résultat. Et les premières personnes qui demandent du résultat, c'est les personnes qui sont accompagnées. Et donc, automatiquement, pour obtenir des résultats, il n'y a pas le choix, il faut revenir sur les fondamentaux.
Il faut revenir sur la pédago. Parce que, en gros, en fait, on est là pour aider les personnes à modifier leur situation durablement. C'est-à-dire qu'avant, il y a un après. Et cet après, on arrive à le stabiliser, hein, comme on a vu sur les phases. Et il n'y a que la pédagogie d'accompagnement, il n'y a que le travail de base qui va permettre de l'obtenir. Ce n'est pas du tout les procédures administratives ou la démultiplication des actions qu'on va mettre en place. On a peut-être eu tendance à faire un peu du taylorisme, entre guillemets, de l'action sociale pendant ces 15 dernières années, où on s'est dit, plus on va mettre des actions et plus on va mettre les gens sur action et ça va marcher. Et non, ça ne marche pas, parce qu'on a oublié la composante essentielle de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle reprenne du sentiment d'efficacité personnelle. C'est elle qui doit mettre en œuvre, c'est elle qui prend les boulots à l'arrivée, c'est elle qui rentre dans les logements, c'est elle qui met les actions de santé en place. Et donc, automatiquement, il faut l'activer. Et effectivement, on revient avec grande joie aux fondamentaux du travail. Peut-être un petit peu différemment néanmoins. C'est-à-dire avec un système d'organisation structuré. Et c'est pour ça que le projet de parcours, ça nous permet de faire ça. Juste, je voulais faire une conclusion sur le diagnostic, parce que dans le cadre du SPIE, là, on travaille beaucoup sur la question du diagnostic. Et je voulais profiter de ce séminaire pour poser quand même quelques éléments sur le diagnostic, parce que je ne suis pas tout à fait en adéquation parfois avec la manière dont les diagnostics sont mis en œuvre. Parce que toujours pareil, la question du diagnostic, c'est que le diagnostic est un outil. Et cet outil, il doit permettre à la personne de s'activer. Et donc, si je fais un diagnostic qui est souvent d'ailleurs considéré comme de l'analyse de la demande, c'est-à-dire, en fait, ce n'est même pas l'analyse de la demande, c'est de la récolte d'informations. C'est-à-dire, je fais un diagnostic 360, c'est-à-dire, je récupère toutes les informations sur votre situation à l'heure actuelle. J'ai peur que cette situation créée génère un comportement qui serait, de mon point de vue, naturel, qui est de dire, bon, alors on fait quoi derrière, puisque vous m'avez fait mon diagnostic et que maintenant, vous devez savoir exactement ce qui est bon pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit en adéquation avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, que ça favorise l'activation, l'autonomie et la capacité d'agir de la personne. Voyez. Donc, je voulais un petit peu revenir là-dessus en disant, en fait, le diagnostic en mode projet, ça serait un diagnostic qui serait fait par la personne elle-même, avec les informations qu'elle a à sa disposition au moment où on fait le diagnostic, sachant que ce diagnostic, il est systémique, et donc il va être fait très régulièrement, et que l'idée du diagnostic, c'est d'aider la personne à bâtir son projet de parcours et à le choisir, tout simplement. C'est un petit peu notre itération ici, où on ne peut pas dissocier le diagnostic du montage du parcours, de la coélaboration de parcours, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va se faire de manière itérative, systémique. Et donc, automatiquement, le travail du professionnel, c'est de l'aider à progressivement, sur un temps, alors bien sûr assez court, dans un premier temps, donc il faut maîtriser de la technique, mais petit à petit de pouvoir le faire progresser, de permettre à la personne, au niveau de la situation, de réfléchir, effectivement, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi le résultat que je vise à l'instant T? Quelles sont les ressources? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je peux mobiliser? Quelle est l'organisation? On en a déjà dit. Quelles sont les ressources? Quels sont les risques? Et donc, en fait, c'est en faisant ce diagnostic, coélaboration de parcours, hein, montage, que la personne va pouvoir se situer. Et donc, pour moi, c'est un diagnostic, s'il est posé comme ça, qui va être beaucoup plus efficace et qui va nous permettre de démarrer une relation, donc d'avoir un cadre d'intervention beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on veut faire derrière, avec les résultats qui sont attendus, parce que ça permet, le diagnostic n'est qu'un outil qui va permettre à la personne, de dissonner, donc de modifier sa vision de ce qu'elle voulait faire, de sa représentation. Hein. Je prends l'exemple très simple des gens qui arrivent en disant oui, mais moi, de toute façon, ça ne sert à rien de chercher du travail parce que de toute façon, je n'en trouverai jamais. Ou
ben, en fait, je sais exactement ce que je veux faire. On avait fait une petite vidéo humoristique là-dessus. Je sais exactement ce que je veux faire, donc je n'ai pas besoin de vous. Ou, enfin, ils viennent comme ils veulent, hein, d'ailleurs, ce n'est pas question. La question, c'est comment je les aide à modifier leur comportement et à modifier leur vision du travail. Ben, en fait, si on fait un diagnostic, si c'est le praticien qui récolte de l'information et qui ensuite propose un plan d'action, ça n'aura pas du tout le même effet pédagogiquement et comportemental que si le praticien aide la personne à établir son propre diagnostic et à monter son parcours. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. En un mot, le diagnostic, c'est un temps pédagogique, c'est un temps de travail qui va permettre à la personne de modifier son cadre de référence dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est intéressant pour ça. C'est un outil de dissonance cognitive. Hein. Bon, sur la dissonance cognitive, c'est un outil de travail extrêmement intéressant pour nous qui travaillons sur le changement. Et il faut amener de la dissonance à la personne. Bon, si on travaille sur le projet de parcours, alors comme vous avez dit, avec des outils, ben en fait, la personne, elle va dissonner sans que ce soit moi qui la fasse dissonner, parce que plus je vais la faire dissonner, plus elle va se cristalliser sur nous, et donc plus je vais détériorer la relation. Alors que si j'ai des outils, des techniques et des méthodes autour du projet et qu'on cherche le bon projet, elle va dissonner, mais en douceur. Hein. Je reviens sur la question de la relation autour du projet de parcours. Et donc, elle ne va pas se cristalliser sur moi, puisque moi, je vais l'aider à poser son projet correctement. Et donc, l'idée, c'est que quand même, je maintienne une relation qui nous permette de travailler. Ça va permettre à la personne de poser son cadre de collaboration et donc de modifier sa posture vis-à-vis de nous. On a le cas, bien évidemment, les bénéficiaires du RSA qui, parfois, je dis bien parfois, attention, ont l'habitude du circuit et donc viennent avec des exigences, viennent avec des intentions, viennent avec des attitudes spécifiques. Et nous, on doit travailler sur le comportement et sur la posture. Ça lui donne une vision de travail, j'ai déjà dit, et ça lui permet de s'engager. Donc, en fait, en gros, le diagnostic n'est qu'un outil au service d'une modification du comportement des personnes et de l'aide à l'engagement. Et pour ça, on ne peut pas faire un diagnostic nous-mêmes. Et je trouve que les travaux qui consistent à dire on va mutualiser nos diagnostics, en fait, c'est mutualiser nos fiches de récupération des informations. Je pense que, un, on fait fausse route, et deux, on ne traite que partiellement de la problématique. En tous les cas, un très, très grand merci à tous. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, merci Pascal et bonne fin de semaine à tout le monde. Merci Sylvie d'organiser toujours ces visios là, c'est super. Merci à vous. Merci Merci beaucoup.